Alors bonjour, bienvenue à tout le monde. Bienvenue au sixième webinaire de Hello Bantu, qui aujourd'hui a comme thématique les forces vives de l'Afrique. Nous allons parler diversité et avec nous, nous avons quatre guests, quatre panélistes distingués que nous allons présenter dans pas longtemps. Je vous demande, bien sûr, j'allais dire, je vous demande d'applaudir, mais j'ai oublié qu'on était dans un webinaire. Donc, je vous demande de bien recevoir Mianda, qui est ma co-host. Mianda, s'il te plaît, est-ce que tu peux commencer par nous parler de Nkelo Bantu, ce qui est Nkelo Bantu, s'il te plaît. Très bien. Alors, bonjour à tous et encore une fois, bienvenue. Hello Bantu, au fait, Hello Bantu, c'est une plateforme qui a été initiée par deux partenaires, dont Sodeco Développement et le Conseil des industries suédoises. Donc, elle vise à contribuer au développement de la RDC par l'amélioration des ressources humaines au niveau des entreprises. Donc, Hello Bantu rassemble et employés et employeurs autour d'un dialogue social pour aborder tous les challenges et tous les défis ainsi que les opportunités afin de renforcer les capacités nécessaires des deux parties qui contribueraient éventuellement à la durabilité de l'entreprise. Hello Bantu a été initié, cela fait maintenant 2 ans, donc en 2018, et elle a des objectifs qui s'est lancé. Tu pourras peut-être partager sur les objectifs. Oui, bien sûr. Donc, on a 6 objectifs. On a 6 objectifs. J'espère que Johnny est avec nous. Voilà. Donc, on a 6 objectifs. Premier objectif, c'est favoriser un partenariat plus solide et direct entre les employés et les employeurs. Établir une analyse de besoins et d'entreprise afin de ressortir les lacunes qui les empêchent d'atteindre la durabilité. Troisième objectif, c'est la réinsertion de la diaspora afin de pouvoir partager les meilleures pratiques et des connaissances qui peuvent contribuer à l'élaboration d'une meilleure productivité. Quatrième objectif, c'est travailler vers la représentativité minimum de 30% de femmes dans les rôles décisionnels d'ici 2030. Cinquième, c'est assurer l'établissement et l'amélioration ainsi que la mise en œuvre des politiques d'équité dans les entreprises. Le sixième, c'est de développer les compétences afin de pouvoir atteindre pleinement le potentiel individuel de chacun pour que celui-ci puisse alimenter et alimenter l'entreprise dans sa globalité pour une productivité maximale. Nous avons donc mis en place un écosystème sur 3 différentes phases. La première phase, c'est des workshops, des ateliers et workshops. Alors, on avait commencé avec un premier atelier en décembre 2019 et avec le Covid, nous avons donc choisi d'aller sur des webinaires plutôt. Alors, ces ateliers sont en fait des ateliers de travail afin de pouvoir ressortir les besoins réels qu'il y a au sein de nos entreprises. L'atelier de décembre, à l'atelier de décembre, nous avions plus de 25 entreprises qui avaient participé. Et avec nos webinaires ici, on est à peu près dans le même nombre d'entreprises. Et nous pensons que cela nous a donné un bel aperçu des lacunes que nous devons renforcer au sein de nos entreprises. Après, donc, nous avons le forum. Et le forum, lui, c'est un forum qui se passe chaque année, ou un sommet qui se passe chaque année, où on a des conférences, des formations et un salon de l'emploi, ainsi que des expositions. Ici l'idée, c'est d'aller en profondeur sur les différents points que nous avons détectés, aller en profondeur et donner des formations aux RH et aux chefs d'entreprise durant le premier jour. Et durant le deuxième jour, travailler avec
travailler plutôt et cibler plutôt les sans-emploi ou les personnes qui recherchent des emplois en montrant ce que la RDC a à offrir, donc ce que les entreprises ont à offrir, et parler également des différentes, donner des informations et parler sur différentes thématiques également. Excusez-moi. Et le troisième volet de l'écosystème, c'est l'académie. Donc, Kelobantu a comme objectif de renforcer les capacités et cela se fait via une académie. Donc, aujourd'hui, il y a la Sodeco Academy qui est partenaire, mais nous avons également Kinshasa Digital qui va devenir partenaire. Et l'idée, c'est que la plateforme de Kelobantu ait assez d'académies qui puissent proposer et dispenser les formations nécessaires qui ont été détectées, donc sur les lacunes qui ont été détectées durant toute l'année à travers les différents ateliers et forums. Donc ça, c'est Kelobantu et c'est bien sûr sa première année et nous espérons d'avoir de plus en plus de partenaires et de participants dans ce forum afin de pouvoir atteindre nos objectifs qui sont des objectifs de développement durable en RDC. Voilà, merci. Donc, nous allons sans plus tarder présenter nos panélistes. Alors, le premier panéliste que nous avons, c'est Son Excellence Monsieur Henrik Rosbrand, ou Rosbrandt, excusez-moi, qui est donc l'ambassadeur de Suède en RDC. Henrik a un diplôme de langue et civilisation et un diplôme en langue et civilisation française de l'Université de Sorbonne à Paris. Il a été également donc ministre conseiller, chef de mission adjoint à l'ambassade de Suède à Paris et conseiller chef de bureau à l'ambassade de Suède à Djouba. Henrik Rosbrand a, lui, une vision claire sur le travail et la mission de la Suède en RDC et il nous en parlera également durant ce panel. Mianda, tu es en mute. Voilà, excusez-moi. Donc, voilà, nous avons aussi parmi nous Madame Mireille Kabamba-Mouika. Madame Mireille est actuellement la directrice générale de Canal Plus en RDC. Et cela, c'est depuis avril 2018. Avant cela, elle a occupé aussi d'autres postes à Canal, le même poste au fait, à Canal Plus au Cameroun pendant 3 ans. Et elle a débuté sa longue carrière chez Euroclear Bank en Belgique, où elle a occupé plusieurs postes dans différents départements avant de faire son grand saut de retour vers donc, la RDC. Et cette fois-ci, quand elle est arrivée, elle a commencé par le secteur de télécommunications en tant que contrôleur de gestion et puis gestionnaire de programme chez Celtel. Madame Mireille est aussi titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Liège. Donc, bienvenue à Madame Mireille. Ensuite, nous avons Marie-Chantal Kaninga. Marie-Chantal Kaninga est, elle, depuis le 1er septembre 2019, directeur exécutif, directeur en charge des affaires de Glencore RDC. Elle a une vingtaine d'années d'expérience professionnelle dans le secteur minier au sein de gros groupes tels que Ashanti Goldfield, De Beers, Rio Tinto. Elle a, juste avant de joindre Glencore RDC, elle était et reste toujours la première femme à avoir assuré la direction du Conseil mondial du diamant. Donc, à part son expérience vive dans les miniers, Marie-Chantal est aussi fondatrice d'une association sans but lucratif, la fondation MCKM, qui s'occupe de l'éducation des filles en RDC. Marie-Chantal, merci d'être parmi nous.
et bienvenue. Merci, Ola. Donc, last but not least, comme on dirait en anglais, il y a aussi parmi nous Monsieur Gérard Lokossou, qui est directeur général chez Orange RDC, qui est ingénieur de formation, diplômé en logistique à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Monsieur Gérard a commencé sa carrière dans la compagnie ivoirienne de développement des textiles au poste de responsable de logistique. Il a travaillé dans plusieurs multinationales de renommée, dont Unilever et Nestlé, jusqu'à graver ses échelons comme au sommet. Et il a débuté sa carrière dans les télécommunications en 2008 avec MTN. Et il a ensuite rejoint le groupe RTL en qualité de VP en charge de vente, de la distribution et de la stratégie. Il a œuvré dans cette entreprise dans plus de 17 pays avant d'être nommé directeur général de RTL donc à Brazzaville en 2015. Et ça fait de cela 3 ans qu'il a rejoint le groupe Orange en mars donc 2018 comme directeur général d'Orange RDC aussi. Il y excelle dans l'avancement de l'entreprise afin de faire d'elle une référence au fait ici en RDC. Donc bienvenue à Gérard et merci d'être parmi nous. Alors, donc, nous avons un panel qui a ensemble plus de 80 ans d'expérience, si pas plus. Donc, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous et surtout de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique qui est une thématique importante, la thématique de la diversité. Et donc, nous, on a beaucoup parlé, alors on va passer directement aux questions. Et notre première question, elle se dirige vers Monsieur l'ambassadeur. Donc, Monsieur l'ambassadeur, l'Afrique est un continent unique, immense et aux multiples facettes. Alors, selon vous, qu'est-ce qui caractérise, excusez-moi, la population du continent et spécifiquement la population congolaise? Merci beaucoup Joe et Mianda et merci beaucoup de m'avoir invité à ce webinaire qui est le Bantu aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous toutes et tous. Et pour reprendre un peu votre question, je vais élaborer un peu là-dessus et peut-être aussi faire quelques autres commentaires qui sont liés à cette question. Et bien sûr, je voulais aussi dire, bien sûr, de mes perspectives aussi venant de Suède, alors un peu avec les perspectives suédoises. Mais tout d'abord, je pense que ce qui caractérise et ce qui sont aussi de très importants atouts pour l'avenir et ce qui caractérise la population congolaise, et aussi la population ou les populations du continent africain, je pense que c'est tout d'abord une énergie de vouloir faire plus, de vouloir travailler pour un meilleur développement de son pays et aussi du continent. Je pense qu'il y a aussi un optimisme qu'on peut voir, que tout le monde veut participer, qu'on veut s'engager, qu'on veut faire sa part pour pouvoir avancer ensemble. Ce qui est très important, bien sûr, pour ce qui concerne aussi les sujets qu'on va discuter cet après-midi. Pour lier un peu plus aussi à la population de la RDC et du continent africain, et on sait que d'ici 2050, la population aura doublé sur le continent, et il y a aussi même des prévisions qu'elle sera doublée encore jusqu'à 2100.
Et c'est un développement qui sera difficile à freiner, mais il faut peut-être aussi regarder là-dedans quelles sont les possibilités, mais quelles seraient peut-être aussi, ou quelles seront peut-être aussi les défis ou les risques. Parce que je pense que ça qui est aussi important à discuter pour pouvoir faire encore mieux et pour pouvoir avancer ensemble. Je pense pour ce qui est des possibilités, c'est avec une population croissante, ça veut aussi dire qu'il y aura euh, plus de gens qui voudront alors travailler, qui voudront participer et qui auront alors l'énergie de faire une différence et pour faire avancer le développement. Et c'est bien sûr lié à l'économie et à une possibilité de faire croître l'économie du pays, parce que ça donnera la possibilité d'employer encore plus de gens. Il y aura plus de jeunes qui seront éduqués, qui auront alors des capacités à participer à ce développement. Alors, pour la croissance économique du pays, ça pourra vraiment être une possibilité aussi avec une population croissante. Et il y aura bien sûr aussi des défis, des risques quand il y a des changements dans une société, quand il y a des développements d'une société. Ça peut aussi créer des mouvements sociaux, des conflits d'intérêts, des flux migratoires, perte de capacité d'employeurs, etc. Mais je pense que si on connaît ces défis et si on les identifie d'abord, ça peut, au contraire, et si on réussit à les prendre en main, ça peut aussi en même temps contribuer et à rendre encore plus positif une telle croissance de la population et de la jeunesse, ce qui est important. Et je voudrais, après cette petite juste introduction générale, passer peut-être aussi à un élément ou quelques éléments qui, d'après moi, sont cruciaux ou sont très importants pour avancer le développement, et c'est le dialogue. Le dialogue entre le Parlement, entre le gouvernement, les institutions publiques et les organisations des employeurs et les employés. Et c'est justement ça que vous venez de mentionner dans votre présentation, c'est l'importance d'un dialogue social sur les défis communs, sur des conditions de travail justes, sur l'égalité, sur la diversité sur le marché de travail, une croissance inclusive qui correspondent aux intérêts de tout le monde, ou tous les partenaires, ou tous les intérêts qui sont impliqués. Et là, aussi, ça demandera aussi un dialogue continu, une coopération, une coordination entre les acteurs publics et les acteurs privés, entre les employeurs et les employés. Et bien sûr aussi une autre question clé, c'est l'éducation. Vous l'avez aussi mentionné dans votre présentation. L'éducation, communication, les questions numériques, digitalisation. Et bien sûr aussi la dernière question, la bonne gouvernance et de continuer à développer le système étatique, la bonne gouvernance d'un pays, les ressources d'un pays, le système fiscal d'un pays, les mesures anti-corruption, etc. Et dernièrement, et je sais que ce sera un sujet qui sera abordé le long du webinaire, c'est bien sûr aussi l'égalité des chances, l'égalité
entre les hommes et les femmes, l'égalité des sexes, les mêmes possibilités, les mêmes chances sur le marché du travail, les mêmes chances d'éducation pour les filles et les garçons et les mêmes chances sur le marché du travail pour les femmes et les hommes. Merci beaucoup. Je pense que le micro est... Ah, voilà. N'est pas branché. Désolée, Ouais. je me parlais. En fait, voilà. Donc, la prochaine question, elle sera dirigée vers Mireille. Je disais, comme nous allons parler de diversité tout au long de ce webinaire, il est donc important qu'on puisse comprendre ce que cela implique. Et généralement, quand on parle de diversité, on pense directement au genre. Et nous savons que de plus en plus sur le continent africain, la femme commence à occuper des postes décisionnels assez importants, comme chef d'entreprise. Est-ce que vous pensez que la femme a la capacité de contribuer fortement au développement économique du continent? Ok, merci beaucoup pour la question. Et bien évidemment, la réponse est oui. Parce que tout d'abord, en fait, monsieur l'ambassadeur l'a mentionné, hein, en ce qui concerne le développement, le premier point qu'il faut mettre en avant, c'est l'éducation. Et l'éducation, quand on regarde qui est-ce qui s'occupe de ça au sein de la famille africaine en général, c'est la femme qui s'occupe d'éduquer les enfants. Et si on veut qu'un pays, une nation se développe, il faut passer par l'éducation d'abord. Ensuite, la femme joue un rôle de production, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Quand on regarde en fait en milieu rural, elle contribue beaucoup en fait à nourrir sa famille. En fait, elle participe donc à tout ce qui est agriculture, donc les travaux d'agriculture et à la pêche aussi. Donc, elle contribue à nourrir sa famille. Et en milieu urbain, elle a plusieurs activités en fait qui vont du commerce jusqu'à occuper des postes de chef d'entreprise ou alors à être salariée dans une entreprise. Et elle peut occuper toutes les fonctions possibles. Mais en gros, quand on regarde en général, en fait, la femme, elle est souvent dans le commerce et qui est souvent informelle en fait. Donc du coup, si on veut vraiment que demain que la femme puisse se réaliser complètement, il faut quand même travailler sur quelques prérequis qui, selon moi, devraient être adressés pour s'assurer que ça se passe au mieux et qu'on ait un maximum, en fait, qu'on utilise le potentiel de la femme à son maximum. Ce serait déjà de donner les moyens aux jeunes filles de pouvoir étudier. On sait que la plupart des pays en Afrique en ont fait un objectif d'augmenter, en fait, la scolarisation des filles, mais on se rend compte qu'il y a encore un écart entre les filles et les jeunes garçons qui vont à l'école, en fait, parce que les filles sont souvent plus facilement amenées à laisser tomber, en fait, les études et tout, pour pouvoir aider soit à la maison, soit pour des problèmes de santé, soit pour autre chose, en fait. Donc, du coup, elles n'étudient pas aussi longtemps que les garçons. Or, pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir être développée, en fait, pour pouvoir aussi participer au développement du continent, il faut qu'elle ait été scolarisée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je vois aussi, c'est encore une barrière culturelle qui existe en Afrique, en fait, où on se rend compte que le travail de la femme n'est pas forcément toujours bien vu. Il n'est pas forcément encouragé. On considère un petit peu dans la culture africaine que la femme doit rester à la maison et que c'est à l'homme de pouvoir subvenir aux besoins de la femme, alors que la femme est capable, en fait, de pouvoir elle-même subvenir à ses besoins et aider son mari aussi. Donc, il faudrait vraiment encourager les hommes à pouvoir laisser la place aux femmes aussi pour qu'elles puissent s'épanouir dans ce sens-là. L'autre point que je vois en fait qui pourrait aider en fait pour qu'elle participe complètement au développement en fait du continent, c'est de pouvoir lui donner accès en fait au financement. De la même façon que les hommes ont accès au financement, parce que quand on regarde en fait les statistiques aujourd'hui, nous montrent que généralement les femmes, elles ont moins accès en fait au financement que les hommes. Dans les mêmes conditions, en fait, en général, elles sont beaucoup moins financées que les hommes, ce qui fait que ça ne les aide pas forcément à pouvoir formaliser leur activité et faire en sorte que demain, elles quittent l'informel pour être plus dans le formel. Il faut aussi, en milieu urbain, faciliter tout ce qui est accès aux terres, en fait, l'acquisition des terres, pour qu'elles deviennent propriétaires de leur
le pain de terre pour qu'elles puissent cultiver et pouvoir ainsi subvenir aux besoins de leur famille. Et l'autre aspect, en fait, peut-être que je vois aussi en termes de pouvoir accompagner les femmes et faire en sorte que demain, elles participent potentiellement en fait, au développement en fait, du continent. Se dire et tout, qu'on mette en place aussi des cadres de formation pour pouvoir les accompagner dans la formalisation de leurs activités, notamment en fait des cours de gestion pour s'assurer qu'elles puissent demain gérer leurs activités de manière conforme à ce qui est attendu aussi par les banques pour que demain elles soient aussi bancables, donc pouvoir être financées. Très bien, merci Mireille. Merci beaucoup Mireille. J'ai eu plusieurs questions dans ma tête, mais ça va revenir. Donc on va revenir vers vous pour ça. Ouais. Mais il y a en fait dans la diversité, il n'y a pas que le genre. Donc on va poser une question à Marie-Chantal allant dans ce sens. Quelles sont les notions qui englobent en fait ce terme qui est de plus en plus utilisé, qui donc fait partie du discours aujourd'hui, notamment dans le monde professionnel? Oui, d'accord. Merci bien pour la question et peut-être pour pouvoir entrer dans le vif du sujet, je vais peut-être parler très succinctement de l'entreprise pour laquelle je travaille qui applique assez bien la diversité pour ensuite prendre des exemples plus concrets. Par exemple, le groupe pour lequel je travaille produit plus de 60 matières premières, opère dans 35 pays, a 180 sites miniers et métallurgiques, emploie plus de 160 000 personnes dans le monde et ceux y compris les contractants, est une société aussi bien industrielle que dans le marketing. Donc, c'est juste pour vous montrer déjà la variété et la diversité dans la culture, dans l'approche et dans l'application de certaines choses. Alors, ici en RDC, on est surtout, on a des bureaux ici à Kinshasa, à Lubumbashi, on a des opérations sur Kolwezi avec deux entreprises différentes. L'une qui est KCC, qui est un partenariat entre Glencore et la Gécamine. Une autre qui est Mutanda Mining Mumi, qui est une société détenue à 100% par Glencore. Donc ça aussi, ça vous démontre déjà la diversité. Nous ici à Kinshasa, d'autres à Lubumbashi et d'autres à Kolwezi, avec parfois des approches et des mentalités différentes. Maintenant, quand on nous parle de la diversité, en fait, moi, j'inclus toujours la diversité et l'inclusion. Parce que ça ne sert à rien de parler de la diversité sans parler de l'inclusion. Et pourquoi est-ce qu'on parle de l'inclusion? Parce que je pourrais dire que j'opère dans la diversité et j'ai par exemple un employé qui est handicapé, qui est sur sa chaise roulante. Mais tout se passe au niveau du deuxième, troisième étage par exemple, et il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a que des escaliers. C'est vrai que cet handicapé qui est sur sa chaise roulante viendra travailler, je suis d'accord, mais il ne saura pas monter au premier ni au deuxième étage. Donc, en termes de diversité, oui, sur papier, je dirais que oui, j'ai un handicapé, mais en termes d'inclusion, cette personne ne fera pas partie d'un groupe. Et je pense que quand on parle aussi, on peut parler du genre aussi. Quand on parle d'inclusion, de diversité, j'ai des femmes, mais aucune d'entre elles n'est au conseil d'administration. Toutes sont des nettoyeuses et ainsi de suite, donc ne participent pas au management. Alors, je pense que oui, j'aurais appliqué la diversité, mais pas l'inclusion. Donc, je pense que j'aurais raté une partie de quelque chose, en fait. Et quand on parle de la diversité, on parle de la diversité au niveau des sexes, bien sûr, du genre, femmes, hommes. On parle de la diversité au travers des nationalités aussi. Je veux dire, si nous avons que des personnes, que des Congolais, oui, c'est bien, mais on rate peut-être quelque chose. Si nous n'avons que des Ivoiriens, ben, oui, c'est bien, mais on rate aussi quelque chose. On rate une certaine approche. Donc, la nationalité fait partie aussi de la diversité.
le fait d'avoir des personnes de provinces différentes, et particulièrement dans un pays comme celui de la RDC, c'est important parce que chaque province vient avec une spécificité, une culture parfois différente. Et je pense que c'est important d'intégrer cette diversité-là. On parle de la diversité culturelle, on parle de la diversité aussi au niveau des âges. Ça ne sert à rien d'avoir une entreprise ou une société où il n'y a que des jeunes, où il n'y a que des vieux, mais cette diversité dans l'âge permet aussi d'apporter quelque chose de tout à fait différent. Et ce que nous, on fait en plus de ça dans la société Glencore, c'est qu'on ne parle pas seulement de la diversité, de l'inclusion au niveau des employés, mais on le fait aussi au niveau de la sous-traitance avec un programme de développement d'entreprise. Donc, on a tout un département, en fait, qui permet d'intégrer aussi non seulement les employés, mais tous les sous-traitants, toutes les petites et moyennes entreprises locales qui n'ont parfois pas l'expertise. Ben, nous, on a l'approche de pouvoir se dire qu'on vient pour pouvoir les aider à vivre cette diversité-là aussi. Donc, on se dira que il ne faut pas ne prendre que des entreprises masculines, mais il y a peut-être des entreprises avec des femmes, il y a des entreprises avec plus de jeunes, pourquoi pas des entreprises avec peut-être des personnes handicapées, mais qui arrivent à faire certaines choses. Donc, nous pensons qu'en fait, ce sont toutes ces diversités, quand on parle de diversité, ce sont toutes ces notions que l'on inclut. Et on pense d'ailleurs que c'est vrai que l'État parle de la diversité, mais on pense aller bien au-delà, à partir du moment où on parle déjà de diversité, d'inclusion, de ne pas avoir des femmes qui travaillent avec des salaires inférieurs à ceux des hommes. Je pense que c'est tout à fait important. Donc, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Vous avez vraiment balayé un peu tout ce qui a trait au concept de diversité, et comme on l'a dit, qui ne se limite pas seulement au genre, mais qui tient en compte aussi tous ces différents facteurs. Et j'aimerais bien demander à Gérard de nous dire, au fait, selon lui, en prenant l'exemple de l'entreprise Orange, le continent africain fait face à de nombreux défis. On se lance en même temps, comme l'a dit l'ambassadeur tout à l'heure, beaucoup d'objectifs avec cet optimisme typique au continent. Quel serait l'impact si l'on décidait vraiment de mettre le développement du capital humain au centre, donc d'en faire une priorité? Est-ce que Gérard… Merci bien pour votre question. Merci bien pour la question. Bon, j'aimerais peut-être la reformuler un peu légèrement et commencer par me poser la question de savoir si aujourd'hui le capital humain il est défini vraiment comme une priorité pour le continent. Et je pense qu'il y a deux choses qui ressortent. Son Excellence l'a légèrement abordé, mais il y a deux choses qui vont caractériser la population africaine d'ici 2025. Elle aura doublé, ça je pense qu'on en a parlé. Mais la moitié de cette population aura moins de 25 ans. Ce qui fait que l'Afrique va être un vivier de ressources brutes, mais aussi un marché potentiel qui va être peut-être sûrement le marché potentiel le plus attractif de tout le globe. Et j'ai dit brut quand j'ai parlé de ressources humaines parce qu'au-delà du nombre, il y a un certain nombre de prérequis. Et pour moi, qui touche à d'abord cette vision, cette prioritisation qu'on donne au capital humain et comment cela est traduit. Et donc, je vais me lancer dans un petit exercice parce que je pense que toutes les personnes ici sont assez sachantes sur le sujet, mais je voudrais partager un peu quelques données recueillies ça et là par des institutions comme la Banque mondiale, comme la Banque africaine de développement ou auprès d'institutions comme l'ONU. Pour regarder un peu comment est-ce que ce capital humain-là, aujourd'hui, comment est-ce qu'il est abordé, d'abord du point de vue des institutions étatiques, comment est-ce que cette priorisation se ressort dans les choix qui sont faits, voire dans les allocations budgétaires qui sont faites dans des domaines comme la santé, la nutrition ou l'éducation. Et pour ma part, je vais me concentrer essentiellement peut-être cet après-midi sur la santé, sur la formation et partager quelques chiffres avec vous. En 2010 et 2017, les pays africains ont en moyenne alloué 5% de leur PIB et à peu près 16%
leur budget public à l'éducation, ce qui est au niveau du strict minima recommandé notamment par l'ONU, hein, qui est de 4% du PIB et à peu près 15% en ce qui concerne les budgets publics. Et si on rapproche ça à la taille de la population que nous avons, mais aussi au niveau des projections que nous faisons sur 2050, par exemple, on se rend compte très vite qu'au niveau des choix budgétaires ou des allocations qui sont faites aujourd'hui, si ce capital humain-là est une priorité, il y a peut-être encore une marge de progression qui, à mon avis, est énorme. Et même quand on regarde à l'intérieur de ces budgets-là, je pense qu'on trouve dans leur répartition, on trouve différentes fortunes. Hein. Mais en moyenne, à peu près 38% du budget est consacré à l'éducation primaire, quand on est autour de à peu près le même ratio pour l'éducation secondaire, 20% pour l'éducation supérieure, mais seulement 4% de ce budget-là est réservé à des secteurs comme la formation technique, professionnelle, alors que nous sommes, pour la plupart de nos pays, des pays qui sont plus exportateurs de matières premières et autres, et que ces formations techniques ou professionnelles se rapprochent beaucoup plus de nos besoins. Si on regarde les apports qui sont faits, par exemple, par les bailleurs de fonds, depuis 2011, ils ont fortement baissé, hein, même on note une certaine reprise, mais depuis 2011, on peut observer qu'il y a une forte baisse. Ce qui veut dire que si je m'appuie sur ces quelques chiffres, je pense qu'entre les discours, entre la volonté qui est là et cette matérialisation à travers les choix budgétaires ou les choix prioritaires, pour un continent qui aura doublé sa population et aura la moitié de sa population qui aura en dessous de 25 ans, il y a encore du chemin à faire. Je pense que au-delà de ces chiffres qui sont des chiffres moyens, hein, si on prend en fonction des pays, qu'ils soient des pays agricoles ou miniers, on peut trouver encore des fortunes très différentes. Je pense que l'une des panélistes a parlé de la situation des discriminations au niveau de la gente féminine, donc la jeune fille. En moyenne, hein, je pense que les chiffres qu'on a d'un point de vue statistique sont que la scolarisation des jeunes filles, en Afrique, on est en moyenne à 5 ans. 5 ans de scolarisation pour les jeunes filles et 6 ans pour les jeunes garçons. Et même quand on regarde au sein des ménages africains, des foyers, on n'a qu'à peu près 35% du budget qui est accordé à l'alimentation, 3% à peu près à la santé, 2,5% à l'éducation. Ce qui montre qu'au-delà, dans un premier temps, au niveau des choix politiques qui sont faits, mais même au niveau des choix familiaux, globalement qui sont faits, l'éducation se retrouve parfois pas à la place où on l'attendait. Maintenant, je voudrais revenir sur des cas spécifiques d'une entreprise comme la mienne. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est vraiment de compenser, ou sinon d'accompagner les politiques étatiques à travers des domaines, des interventions dans des domaines prioritaires. Pour le cas d'Orange, en RDC, par exemple, nous avons un vaste programme de scolarisation grâce aux outils numériques qui vise à permettre de mettre sur le même pied d'égalité le petit garçon de Tokyo et le petit garçon de Selembao. Il n'y a pas de raison qu'ils soient différents du point de vue du savoir. À un certain niveau, nous travaillons pour l'adéquation qu'il y a entre la formation et l'emploi, pour rendre en fait l'employabilité, pour augmenter les chances d'employabilité des jeunes. Je pense aussi qu'à travers les opportunités de stage ou de formation que nous faisons aussi bien à l'extérieur que pour nos ressources humaines, nous essayons de contribuer à construire un savoir vers des métiers nouveaux dans lesquels on n'est pas pour le moment, mais qui sont des métiers qui viendront, et à renforcer même les compétences dans des métiers existants. Nous avons un programme de bourse qui aide aussi à la scolarisation et à la formation dans les écoles, là où le besoin se fait sentir. Et on continue, auprès même de notre propre personnel, de l'assister en termes de formation continue afin de lui permettre de construire un vivier qui, à la fin de la journée, sera le vivier du pays. Une chose que nous faisons en plus, c'est à travers nos infrastructures, le développement, par exemple, de la couverture numérique. Ce que nous essayons de faire, c'est vraiment de forcer l'inclusion sociale, l'inclusion numérique, mais aussi l'inclusion financière. Parce que si nous allons dans les zones les plus reculées, aujourd'hui, avec le déficit d'infrastructures que nous pouvons avoir par endroit, le numérique nous donne cette opportunité-là
de pouvoir un tant soit peu réduire le gap de chance qui pourrait se trouver entre ces différentes populations. Et peut-être que si moi je vais tenter une conclusion à ce niveau, c'est dire il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a une vraie volonté dans la plupart des discours de façon assez claire. Le sujet du potentiel que représente l'Afrique apparaît entre le discours et la mise en œuvre qui pour moi passerait aussi par la formation, aussi par la création d'infrastructures pour pouvoir convertir ce potentiel brut-là en un potentiel réel. Je pense qu'il y a encore des choses à faire, aussi bien par les structures, par les autorités gouvernementales, que par les structures privées et même les organisations qui travaillent. L'Afrique a un potentiel, la conversion de ce potentiel en réalité, nous devons tous y travailler. Voilà. Merci beaucoup Gérard. Et merci à tous les panélistes. On n'a pas fini bien sûr, mais je dois quand même mettre en avant notre satisfaction du contenu, hein, j'allais dire l'épaisseur, mais ce n'est pas le mot que je trouve, de la richesse du contenu qu'il y a entre vous. Alors, je ne vois pas l'ambassadeur, je ne sais pas si vous êtes là, monsieur l'ambassadeur. Vous êtes oui, là. Je suis parfait. Là. Oui, voilà. Absolument. Donc, oui. Suite à ce que M. Richard a dit, et même Mme Marie-Chantal et Mme Mireille, on parle beaucoup de formation, on parle beaucoup d'appui. Et alors, j'ai une petite question, vu que vous êtes le seul dans le panel qui travaille dans la coopération. J'ai une petite question parce qu'en RDC, il y a de nombreux projets d'appui qui ont été mis en place, surtout par rapport au genre, mais même par rapport à l'éducation. Je rappelle que la Suède est un des plus grands bailleurs de fonds de la RDC, mais durant 20 ans, la majorité du ressenti du Congolais, c'est qu'il n'y a pas eu de résultats significatifs. Alors, quelles initiatives est-ce que vous pensez qui peuvent être mises en place pour qu'on puisse ressentir, au fait, je ne dis pas qu'on ne fait rien, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qu'est-ce qui peut être mis en place pour que le résultat soit peut-être beaucoup plus, que ce soit au niveau de la population, comme dans le reste des institutions étatiques ou voire même privées. Merci beaucoup, Joe. Oui, je peux vous assurer, toutes et tous, que nous, la Suède, on est là, ainsi que plusieurs d'autres bailleurs de fonds et organisations internationales, ONG internationales, etc. Et on est là pour accompagner la population congolaise, bien sûr, pour montrer notre solidarité. Dans notre cas, la solidarité Suède-RDC et la solidarité avec le peuple congolais, bien sûr. Je pense que peut-être revenir un petit peu à cette question de dialogue. Je pense que peut-être justement ce que nous on fait aujourd'hui, où on entame alors un dialogue entre nous, entre des représentants de différents secteurs de la société avec différentes expériences. Je pense que c'est un bon commencement pour s'entretenir et pour se comprendre. Ça rebond aussi un petit peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que vous avez aussi mentionné dans votre présentation. Et c'est l'importance justement de dialogue social entre les différentes parties, entre les différents intérêts pour comprendre les possibilités et aussi les défis en commun et les intérêts des uns et des autres. Et je pense pour pouvoir avancer ensemble et pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Et je pense que ce sera crucial pour la RDC, pour le continent africain,
pour le développement, pour se construire un avenir ensemble. Et bien sûr, nous, en tant que pays, en tant que la Suède et en tant que bailleur de fonds, et ainsi que les autres bailleurs de fonds et organisations et partenaires internationaux, on est là pour accompagner ce processus, pour avancer ensemble. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci. J'aimerais un peu rebondir pour poser la question suivante à Mireille. Tout à l'heure, donc les autres panélistes ont évoqué des points très importants. Entre autres, nous sommes en train de parler du capital humain comme un potentiel assez important, le plus important pour notre continent, les développements de notre continent. Mais tout à l'heure, Gérard a pu évoquer qu'il y a une différence entre le potentiel brut et le potentiel réel. Qu'effectivement, le potentiel y est, mais qu'il y a toujours un gap dans l'allocation des ressources qui sont accordées à justement optimiser l'égalité ou bien l'accès égal des chances ou des opportunités. Est-ce que vous pourrez nous dire, qu'est-ce que, dans le contexte africain, vu qu'il y a aussi l'aspect culturel que Marie-Chantal a évoqué tout à l'heure, des barrières culturelles et d'autres facteurs qui entrent en compte pour, qui bloquent un peu cette évolution, ce développement de la femme et de la jeune fille en particulier, quels sont les points ou les aspects qui pourraient entrer en jeu pour assurer qu'il y ait une inclusion qui permettrait qu'il y ait cette équité au niveau des entreprises? Ok, merci pour la question. Je vais peut-être parler du cas de Canal aujourd'hui, en fait, quand on regarde un petit peu comment ce qu'on fait pour pouvoir s'assurer que notre entreprise soit une entreprise diversifiée et inclusive. On se donne des objectifs, en fait. De la même façon que l'on a des objectifs de performance financière, on a aussi des objectifs de performance sociale, environnementale et autres qui permettent, en fait, de pouvoir inclure la diversité et l'inclusion comme un objectif en lui-même et puis faire en sorte de pouvoir le mesurer. D'accord? Donc, nous, au sein de Canal+, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de faire de la diversité, de l'inclusion un objectif pour toutes les entreprises, donc toutes les filiales de Canal+ qui existent dans le monde, pas seulement en Afrique. Donc, on le fait de manière globale sur l'entreprise. Et de deux, ce qu'on s'est vraiment dit aussi, c'est qu'on voulait se donner le moyen d'atteindre la parité au sein des comités de direction. Avoir donc 50% de femmes et 50% des hommes pour qu'on s'assure qu'on ait aussi des échanges qui soient beaucoup plus riches en fait et qui nous permettent d'être plus créatifs. En fait, on sait bien que quand on mélange les gens, qu'on mélange les cultures, on arrive souvent à avoir des solutions à des problèmes qui sont très créatifs alors qu'on n'aurait peut-être pas pensé à ces solutions-là si on avait été seulement entre gens de la même culture, de la même origine, ainsi de suite. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment décidé de driver en se disant, OK, d'accord, comment on fait pour pouvoir monter, pour pouvoir s'assurer qu'on atteigne ce KPI-là, c'est de se dire, OK, on a des talents féminins qu'on identifie, on met en place des projets, des plans de développement pour ces talents et on s'assure en fait qu'on les accompagne pour pouvoir encore plus accentuer leur qualité. Et là où on détecte qu'il y a des lacunes, on s'assure qu'on mette en place des formations pour pouvoir les accompagner et que ces talents féminins puissent se réaliser pleinement. On fait aussi en sorte de tester les femmes sur des projets qui les sortent un peu de leur zone de confort en fait. Naturellement, on a des choses qu'on aime faire, il y a des choses qu'on aime moins faire, mais on a même remarqué en fait, nous, en sortant les femmes de leur zone de confort, qu'elles pouvaient nous délivrer des choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginées si on ne les avait pas forcées à le faire en fait. Ce qu'on a constaté, c'est que les femmes osent au moins. Elles n'y vont pas d'elles-mêmes en fait en général. Parfois, il faut aller les chercher, parfois, il faut aller les titiller pour qu'elles sortent de leur zone de confort et qu'elles nous montrent ce qu'elles peuvent faire. On a eu pas mal de cas comme ça qui ont été vraiment des véritables success stories où on s'est rendu compte que des personnes qui étaient peut-être réservées au départ, une fois qu'on les a poussées, une fois qu'on leur a donné un projet à faire et qu'on leur a donné de la visibilité, c'est des personnes qui ont performé au-delà des attentes qu'on pouvait avoir sur elles. On fait aussi en sorte en fait, que les hommes soient vraiment les champions de ce genre d'activité. En fait. On ne peut pas faire de la diversité, de l'inclusion seulement en parlant entre femmes. On inclut les hommes parce que, en fin de compte, quand on regarde en général, dans la plupart des cas, ça reste
les décideurs en fait dans la plupart des entreprises. Nous, chez nous, quand on regarde, en fait, on fait des mentorings. On fait des mentorings pas seulement des femmes à femmes, mais on fait aussi avec des hommes pour pouvoir aussi pousser les jeunes filles ou les jeunes femmes sur lesquelles on détecte des capacités spécifiques pour qu'elles aillent au-delà de ce qu'elles-mêmes peuvent accomplir. Ce qu'on a constaté, c'est que la plupart des entreprises où on avait un management qui était plutôt 50-50, en fait, on avait des meilleures performances. Et on se rend compte aussi que les femmes sont des bonnes gestionnaires. Donc, du coup, en général, quand on regarde, nous, sur l'Afrique, sur la majorité des filiales, on a 13 filiales africaines chez Canal+. Et sur les 13 filiales, il y a au moins 90% qui ont comme directeur financier ou directrice financière une femme, en fait. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup en se disant, OK, d'accord, on travaille sur les compétences des femmes, on les met en avant, on les pousse à se dépasser et puis on les accompagne, en fait. On ne les laisse pas, quand on les nomme à des postes à responsabilité, on ne les laisse pas toutes seules. On s'assure effectivement qu'elles sont accompagnées pour pouvoir se réaliser au maximum de leurs capacités et puis surtout ajouter de la valeur à l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup Mireille. Avec votre permission, je voudrais peut-être oui. dire 2-3 mots à la suite de Mireille, si vous permettez. Bien sûr, s'il vous plaît, Gérard. Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse, en fait, qui moi personnellement m'intéresse au plus haut niveau et je pense qu'il en est de même au niveau de mon groupe. Mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels nous devons travailler, à mon sens, avec des temporalités qui sont différentes. Aujourd'hui, pour la situation présente, je pense que travailler sur l'égalité entre les hommes et les femmes d'accès à un certain nombre de postes de responsabilité, c'est quelque chose sur ce qui doit être inscrit dans le programme de toute entreprise responsable. Parce qu'à la base, il n'y a pas de discrimination ou il n'y a pas de différenciation. Je le crois fortement. Mais je pense que si vous regardez, aujourd'hui, il y a quand même, moi, je pense qu'au-delà de la situation présente, moi, je me projette dans 20 ans, dans 50 ans, et je regarde la prochaine génération, et comment est-ce que nous pourrions inverser les choses pour que cette sorte de discrimination positive-là, qu'on ait de moins en moins à la faire et qu'elle s'impose presque de façon naturelle. Si vous prenez entre 10 garçons, si vous prenez entre 10 garçons et 10 filles qui commencent l'école primaire, quand vous arrivez à la fin des études du secondaire ou juste avant l'université, vous avez en moyenne peut-être 6 garçons et peut-être il ne vous reste que 3 filles, pour diverses raisons, tout au long du parcours. Je crois que à la fin du tunnel, quand on se retrouve avec 6 garçons et 3 filles, on se retrouve avec une sorte de désavantage naturel qu'on est obligé de compenser par d'autres mécanismes. Et peut-être que l'une des premières choses sur lesquelles nous devrions travailler tous ensemble, c'est augmenter le nombre de femmes à la sortie du tunnel, au moins à un certain niveau. Je pense que dans beaucoup de pays, il y a des programmes qui sont mis en œuvre pour la gratuité de l'école, pour tous. Je pense qu'il devrait, au-delà de ces programmes-là, avoir aussi un certain nombre de plans d'incitation à une scolarisation plus forte de la jambe féminine de nos filles. J'en parle parce que moi, je suis, pour ma part, père de 3 filles. Et quand je regarde mes filles, je ne vois aucune différence entre elles et mon fils ou une autre personne. Et je pense que pousser à la scolarisation pour que, je dis à la sortie du tunnel, ce n'est pas la fin du tunnel, mais déjà quand on arrive au niveau des études universitaires, on a un équilibre beaucoup plus fort. Je pense que c'est tout un travail à faire. Ce travail-là, aujourd'hui, il y a une partie de rôle modèle que, par exemple, des personnes comme Mireille, des personnes comme Marie-Chantal jouent aujourd'hui en mettant des femmes dans des positions élevées et qui montrent aux jeunes filles que c'est possible. Que c'est possible. Donc, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi un discours à faire vis-à-vis des parents. Quand on regarde, si je peux utiliser le terme, un retour sur investissement ou si on parle du bénéfice, de bénéfice, la perception du bénéfice de l'éducation entre un garçon ou une fille, dans un continent où, par exemple, le contexte économique est celui qu'il est avec les difficultés, parfois, on se retrouve très vite à scolariser les garçons et pas les filles. Donc, parce que la perception du retour sur investissement de l'éducation est différente. Je pense qu'il y a un travail qui est fait aujourd'hui. Nous nous concentrons, ce n'est pas mauvais, nous nous concentrons beaucoup sur la situation présente. Mais je pense que si nous voulons faire moins d'efforts dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans,
il faut attaquer le mal à la source. Le mal à la source, c'est avoir plus de filles qui ont accès à l'éducation, qui sont dans les mêmes écoles. Je pense que quand les femmes arrivent à faire les mêmes études que les hommes, elles ne sont pas moins bonnes que les hommes. La réalité, c'est qu'il y en a moins qui font des études que les hommes. Je pense qu'il faut attaquer ce problème-là à la source pour que ce mécanisme de correction naturelle-là se mette en place, parce que l'offre sera là et on ne sera pas obligé forcément de mettre en place des mesures de compensation très fortes, parfois très poussées. Parce que le revers de ce qu'on Gérard, sans vouloir vous couper, c'est très très important ce que vous êtes en train de dire. Et j'avais une question qui allait dans ce sens pour Marie-Chantal, en fait. Et où vous parlez, en fait, d'une conscientisation générale en fait, une conscientisation générale du pays ou de l'Afrique. Parlons de la RDC maintenant, où on sait, on parle, OK, la diversité, ces problématiques d'éducation par rapport aux genres et ainsi de suite, est un aspect que les gouvernements africains en général, et surtout le nôtre, ne prennent pas réellement en compte dans leur politique. Et c'est peut-être ça aussi la problématique. Et la question que j'ai par rapport à Marie-Chantal, c'est, sachant cela, qu'est-ce que nous, les entreprises privées, pouvons faire comme action pour pouvoir pousser le politique à changer un peu cette culture de diversité en mettant en avant ce que Gérard vient de dire, en mettant en avant en faisant cette discrimination positive pour que dans 20 ou 30 ans, elle ne puisse plus être. Qu'est-ce que nous, les entreprises privées, nous pouvons déjà faire à notre niveau, sachant que c'est une question qui est en fait très politique parce qu'elle relève au fait d'une politique de la société. Et sur base de ça, je vais quand Marie-Chantal aura répondu, je voudrais en fait renvoyer la question à monsieur l'ambassadeur pour qu'il nous explique, par exemple, ce que la Suède a fait sur cette question-là aussi, parce que c'était une question la Suède, il y a plusieurs années, était dans les mêmes problématiques. Donc, Marie-Chantal, s'il vous plaît, si vous pouvez juste nous donner votre avis sur ce que Gérard vient de dire, et bien sûr, ma question, répondre à la question du mieux que vous pouvez, bien sûr. D'accord. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que Gérard et Mireille ont eu à dire. Et je vais peut-être rajouter un point, parce que je m'y suis quand même assez bien penchée dans le cadre de ma fondation. Elle est basée surtout sur l'éducation de la jeune fille. Et effectivement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est vrai que l'éducation est une bonne chose, mais il faut aussi une sensibilisation de la population, des parents, de l'environnement en fait. Parce que vous avez beau envoyer une jeune fille à l'école, mais si dans son environnement restreint, personne ne croit en l'éducation et tout le monde ne croit qu'au mariage, elle ira à l'école jusqu'à un certain moment, mais très vite, il y aura un jeune homme, dès qu'elle aura 16 ou 17 ans, qui se présentera et elle aura tendance à plutôt aller dans le mariage plutôt que les études, parce que tout le monde autour d'elle le lui fait sentir. Donc, quand on parle de l'importance de l'éducation et du rôle de l'État, je pense que l'État doit aussi jouer sur la sensibilisation. Et ici, on se focalise sur le genre, bien sûr, mais je pense que quand on parle de la diversité, ça va au-delà du genre, ça va, je veux dire, aujourd'hui, il y a des communautés qui sont complètement abandonnées, comme les albinos, dans certains pays, ne sont absolument pas prises en compte. En RDC, ne sont absolument pas prises en compte. Alors que pour la première fois, par exemple, il y a eu une ministre handicapée. Et ça a créé un tollé en RDC parce que nous n'avons jamais eu ça dans le passé. Mais j'ai envie de dire, bon, maintenant qu'il y a eu le ministre ou la ministre sur comment ça s'appelle, des personnes handicapées, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Est-ce que les personnes handicapées peuvent circuler librement sur leur chaise roulante, en prenant le bus, en prenant le taxi ou en prenant les taxis-bus? Je ne pense pas. Un handicapé qui arrive à la
fonction publique, dans un bâtiment de la fonction publique, ne sait pas nécessairement y monter sans aide. Donc, je me dis que oui, c'est vrai qu'il y a des actions qui sont prises et qui sont faites, mais je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus qui soit fait. Il faut des investissements, en fait. Et ça, c'est rien que peut-être que pour les handicapés. Et si je reviens à la notion du genre, c'est vrai que nous avons des jeunes filles qui vont à l'école, mais quelles études? Est-ce qu'elles le comprennent? Il faut un environnement familial qui permet de comprendre l'importance de la jeune fille. Moi, mon père, nous étions 3 filles, 2 garçons, mais nous avons tous été éduqués de la même manière. Parce que je pense que c'est comme ça que normalement ça se fait. On doit pouvoir faire comprendre aux filles que physiologiquement, nous pouvons peut-être être différentes, mais intellectuellement, nous sommes tous les mêmes. Et je pense que malheureusement, et je dirais particulièrement en RDC, cela n'est pas considéré. Nous avons des femmes dans le domaine politique, c'est vrai, au Parlement. On a une femme très brillante qui est présidente du Parlement. C'est la première fois ou c'est peut-être la deuxième fois, disons-le, mais il y a très peu de femmes qui ont des postes de décision. Maintenant, revenant aux entreprises, c'est vrai qu'il y a aussi très peu de femmes dans les postes de décision. Je travaille dans le secteur minier, qui est un secteur purement masculin. Et je me rappelle que quand j'ai eu à commencer dans le secteur minier, vous n'aviez pratiquement aucune femme. Vous aviez par exemple dans les camps des douches pour les hommes et vous en aviez peut-être une dizaine, mais vous n'en aviez qu'une pour les femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, ces choses-là évoluent, mais et c'est pour ça que je reviens encore à la notion d'inclusion. Une femme géologue qui doit travailler au milieu de nulle part, peut-elle le faire indéfiniment en se mariant, en laissant son mari en ville et elle allant le faire? Ça sera difficile parce que elle aura des enfants, mais elle veut avoir des enfants, elle ne peut pas le faire. Et moi, je suis un cas bien spécifique de cette diversité, de cette inclusion. J'ai eu à travailler pour des groupes internationaux où on me demandait parfois d'être basée à Paris ou d'être basée à Londres ou à New York. Malheureusement, ça ne m'intéressait pas parce que je suis mariée et j'avais des enfants en bas âge. Mais qu'est-ce que l'entreprise m'a permis de faire? De pouvoir travailler à partir de la RDC, de travailler à partir de chez moi, à la maison avec toutes les facilités qu'il fallait pour pouvoir justement rester en famille. Mais je voyageais chaque fois que cela a été requis. Et c'est ce que j'appelle l'inclusion. Adapter la situation de la personne qui est différente au contexte pour lui permettre d'évoluer en fait. Est-ce que les gouvernements africains le font? Est-ce que le gouvernement en RDC le fait? Je ne pense pas qu'on le fait encore assez. La jeune fille qui va à l'école, c'est vrai qu'on dit qu'au départ, elle réussit autant que le garçon. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne réussit plus quand elle grandit? Parce que quand elle arrive à la maison, alors que son frère peut continuer à faire ses devoirs, peut continuer à étudier, elle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit aller au marché parce que sa maman travaille aussi et travaille au marché peut-être. Elle doit aller au marché, elle doit revenir, elle doit préparer, elle doit s'occuper de ses petits frères, de ses petites sœurs ou de son grand frère. Et ensuite, quand elle a fini de faire tout ce travail, comment voulez-vous qu'elle puisse étudier? Elle est épuisée. Donc, je pense effectivement qu'il y a tout un système social qui doit absolument changer. Et bien sûr, il y a cette sensibilisation dans la mentalité des gens qu'il faut aussi changer. Et je pense que ça va des gouvernements, du Parlement, du Sénat et bien sûr dans la société. Mais en ce qui concerne les entreprises, je pense que les entreprises en règle générale, surtout les entreprises de standard international, ont tendance à faire beaucoup plus que ce que l'État fait. Je m'arrête là. Je m'excuse d'avoir dépassé. Merci. Non, ça va, c'est intéressant. très bien. C'est La très question intéressant. va aller Monsieur l'ambassadeur, juste avant, parce qu'on a une question, on commence à avoir des questions des participants et ça, c'est magnifique. On a l'habitude, et c'est devenu une petite,
notre petite manière de faire participer nos participants. On a l'habitude de demander aux participants, on ouvre le micro et on demande aux participants de poser une ou deux questions. Donc, posez vos questions, écrivez-les sur le Q&A parce que peut-être que c'est vous qui allez pouvoir poser la question en live. Donc, mais avant cela, nous avons encore deux questions, donc celle reliée à la même chose que ce que Marie-Chantal a dit, mais on aimerait avoir cette perspective suédoise sur ce qu'on est en train de dire. Et juste après ça, on aura une question à Monsieur Gérard. Et après la question de Monsieur Gérard, nous allons ouvrir pour les questions du public ou des participants. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Joe, et merci beaucoup aux co-panélistes pour vos interventions. C'est une discussion très intéressante. Juste pour rebondir un peu à ce que vient d'être dit, je pense que oui, justement, je pense l'expérience suédoise pour ce qui est le champ d'égalité, égalité des genres, c'est justement que c'est un travail, c'est un engagement continu, c'est un processus continu, sans cesse, à travers des dialogues, des débats continus. Et bien sûr aussi, quelqu'un a aussi dit qu'il faut aussi des objectifs politiques clairs, bien sûr, qui sont fixés, des visions politiques qui sont fixées de la part aussi des autorités nationales et provinciales et locales, parce que ça aussi c'est important pour donner une vision à tout le monde, pour savoir, pour connaître un peu l'objectif, où on veut aller. Et la sensibilisation, oui, ça c'est aussi quelque chose c'est un travail continu. Il faut continuer à sensibiliser. C'est une question d'esprit, une question de mentalité. Gérard a aussi mentionné l'importance de role models. Et je pense que ça, oui, c'est aussi important pour que les jeunes filles et les jeunes garçons, les jeunes, peuvent voir dans celles et ceux qui sont déjà dans le monde professionnel de bons exemples. L'éducation, accès égal à l'éducation, on en a déjà parlé, mais je pense que c'est l'une des questions clés, à côté des visions politiques, changement d'esprit, changement de mentalité. Une dernière chose, la Suède a depuis quelques années maintenant ce qu'on appelle une politique étrangère féministe, c'est-à-dire que la perspective de l'égalité des genres devra être présente partout dans notre politique étrangère et aussi dans nos activités à la coopération au développement, dans nos activités humanitaires. C'est une perspective qui est transversale. Et il faut toujours penser à cet aspect. Par exemple, est-ce que dans un tel projet, est-ce qu'on a aussi pensé aux intérêts des femmes et des hommes, des filles et des garçons? Est-ce que tout l'éventail d'intérêts est couvert? Est-ce que toutes les perspectives ont été couvertes? Et ça, c'est pour nous un aspect très important dans notre travail. Là aussi, on a vu, ça a pris peut-être un peu de temps pour nous quand le gouvernement a lancé cette nouvelle approche. Mais petit à petit, on apprend, nous aussi, on apprend à comprendre et on apprend aussi à expliquer qu'est cette approche d'une politique étrangère féministe. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Très bien. Merci, monsieur l'ambassadeur. Donc, il y a une question, je crois qu'on va prendre la question live. La question vient de monsieur Lionel Banza et elle est dirigée vers Gérard.
Monsieur Banza, est-ce que vous êtes avec nous? Joe, tu peux ouvrir le microphone pour le permettre de pouvoir poser sa question. Oui, j'ai ouvert le microphone. Donc, maintenant, Monsieur Banza, c'est à vous de vous mettre en mute. Donc, je ne sais pas comment on le dit en français. Si vous pouvez activer votre micro. Voilà, vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Banza, si vous nous entendez. Monsieur Banza? Est-ce que vous êtes parmi nous? Voilà, il a ouvert son micro. Monsieur Banza, s'il vous plaît, posez votre question à la personne à qui elle est dirigée. Ok, merci beaucoup pour l'expression verbale. Ma question s'adresse à Monsieur Girard. Elle est simple, elle est ceci. Nous remarquons ces derniers temps dans la plupart des offres que les employeurs en fait publient en cherchant de personnes répondant à certains profils spécifiques, mais plus des candidats jeunes. Mais la plupart des exigences, c'est avoir une formation spécifique au poste indiqué, hormis le titre académique, voire la licence que ces jeunes peuvent avoir. C'est pourquoi je me dis, est-ce n'est pas déjà une sorte de discrimination des jeunes licenciés qui finissent leurs études dans des conditions déjà difficiles, mais les recruteurs, soit les employeurs, exigent qu'ils doivent avoir des formations encore spécifiques, hormis leur cursus universitaire, et puis une expérience de 3 ans, 5 ans, mais ces jeunes-là viennent à peine de terminer. Et le deuxième volet de la question, je me dis, ce n'est pas de doute ou soit de méfiance de la part de recruteurs privés par rapport au système éducatif que les universités publiques voire privées en RDC octroient aux ces jeunes étudiants. Voilà en fait les deux questions adressées à M. Girard. Merci. Merci bien, M. Banza. Écoutez, je voudrais peut-être commencer par la fin. Je ne pense pas, a priori, et ça reste mon opinion, qu'il y a un doute à formuler, en tout cas sur le système éducatif congolais, qu'il soit privé ou public. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est connu de moi. Par contre, je pense qu'il y a un point important. Il y a 2-3 points. Je vais peut-être vous donner 2 points et partager rapidement avec vous ce qui reste mon avis et qui est aussi basé sur mon expérience. La première chose que je vais vous dire et qui est basée sur mon expérience, c'est que très souvent, et il m'arrive de le constater, que les gens ont tendance à s'auto-censurer vis-à-vis d'une offre d'emploi qui est faite. Parce qu'une offre d'emploi qui est faite par un recruteur présente toujours le profil idéal. J'insiste bien sur le mot idéal souhaité par le recruteur. Et je peux vous dire, pour ma propre expérience, on avait du temps. Moi, j'ai postulé il y a 10-20 ans à des choses dans lesquelles, quand je lis, par exemple, une offre, je ne regarde pas le diplôme ou l'expérience, je regarde si j'ai une compétence à offrir dans ce domaine. Je fais une analyse dedans. Et donc, beaucoup de jeunes s'autocensurent. C'est normal qu'une entreprise demande, une entreprise, surtout quand elle est orientée résultat, qu'elle demande à avoir le meilleur de ce qu'il y a sur le marché. Le contraire serait totalement absurde. Maintenant, je pense qu'une fois que cela est dit, ça pose un vrai problème. Et pour moi, c'est ce que j'ai abordé au début en parlant de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions qui se posent, pas simplement au système éducatif congolais, parce que je pense que j'ai eu la chance de faire beaucoup de pays africains, et on a toujours cette décorrélation entre le système éducatif et les besoins du marché de l'emploi. Je prends un secteur comme le mien. Aujourd'hui, l'ensemble de nos efforts sont orientés vers la 4G, bientôt la 5G. Quelles sont les écoles qui sont capables aujourd'hui de former des techniciens aptes à répondre à nos besoins? On a une évolution très forte avec le développement du numérique en cybercriminalité, dans des domaines d'intelligence artificielle. Quelles sont les écoles qui forment aujourd'hui? Est-ce que les ingénieurs qui sont formés dans nos écoles aujourd'hui sont capables de répondre à ce besoin-là? Ça revient toujours au problème du lien qu'il doit avoir absolument entre la formation et l'emploi pour rendre l'employabilité du futur candidat
la plus facile possible. À côté de ça, c'est le premier point. Je pense que c'est une vraie question. Il faut peut-être trouver le moyen de réconcilier l'école et l'emploi, hein, d'accord, pour que l'employeur puisse trouver le plus rapidement possible et le plus proche possible les ressources dont il a besoin. Le deuxième point, c'est que je pense qu'on a quelques points d'amélioration sur lesquels il nous faut travailler. Beaucoup d'étudiants arrivent en maîtrise, arrivent en licence sans jamais avoir fait un stage, sans avoir jamais touché un ordinateur. Je ne vous parle pas vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a un minimum. Et moi, ce que je vous dis, c'est ce que je dis à des cadets qui sont issus de mon école. Je suis dans le conseil de gestion de l'Institut Polytechnique et j'insiste pour que plus on va haut dans les formations, plus les étudiants ont besoin d'être exposés au monde professionnel pour pouvoir acquérir un certain nombre de connaissances pratiques. Après, c'est vrai qu'il faut créer un cadre aussi. Il y a peut-être le besoin de créer un cadre avec les autorités pour que la possibilité pour les entreprises de prendre des stagiaires facilement, de pouvoir faire de la rotation et donc donner cette première chance, cette première expérience qui va plus tard être utilisée dans la recherche d'emploi, il faut créer ce cas-là. Je pense que comparaison n'est pas raison, et je vais très vite ouvrir et fermer la parenthèse. Quand j'étais de l'autre côté du fleuve à Brazzaville, il y a par exemple un programme que j'ai trouvé très intéressant, qu'on avait réussi à mettre en place avec les autorités qui favorisait le fait que les élèves, quand ils quittaient l'école, ils se retrouvaient dans un statut particulier avec une subvention étatique et une partie de l'émolument payé par l'entreprise qui favorisait le fait qu'ils étaient assez rapidement familiarisés au monde de l'entreprise sans que ça représente une charge énorme pour les entreprises, mais au moins ça préparait ces différentes personnes. Je pense qu'il y a peut-être ce genre de solution à faire, mais vous avez raison dans le constat. Après, dans la résolution du problème, c'est un problème qui est multidirectionnel, où il y a une part de responsabilité de l'apprenant, il y a une part de responsabilité du système à mettre en place. Si à chaque fois que vous prenez un stagiaire, il faudrait que vous ayez signé 15 000 papiers, je pense qu'on n'a pas cette flexibilité-là. J'espère avoir répondu à votre question. Je pense vous avez raison, mais les entreprises… Oh, Gérard, tu es sur mute. Tu es sur mute, hein? Désolé. Voilà, j'espère que je n'étais pas sur mute tout le temps. Non, à peine. Voilà, d'accord. Donc, je pense que oui, il faut trouver le moyen de créer cette passerelle-là pour que l'expérience demandée et qui va continuer à être demandée, ce qui est normal, on ne peut pas en faire abstraction. Je ne pense même pas que ce soit nouveau. Je pense que peut-être que vous êtes nouvellement exposé à ça, mais c'est normal. Il faut trouver le moyen de préparer cette étape-là. Voilà ce que je peux dire comme réponse, M. Banza. Merci beaucoup, Gérard. On va directement prendre une deuxième question. Cette fois-ci, c'est une question d'une dame. Winnie Katengwa, j'espère que vous êtes là parce que je vous donne la parole maintenant. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro afin de poser la question à la personne de votre choix. Allô, Winnie, vous nous entendez? Madame Katengwa? Voilà, parfait. Je suis là. Allô? Oui, posez votre question. Oui, ma question est destinée à Madame Chantal. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Oui, on vous entend très bien. Ma question est surtout par rapport à l'éducation de la jeune fille, la problématique de l'éducation de la jeune fille. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus des femmes en tête d'entreprise, puisqu'ici en RDC, on connaît des femmes en tant que députées. Vous savez que c'est un domaine que nous prenons un peu comme cours en plus ici. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait un peu plus de femmes en tête d'entreprise? Et s'il vous plaît, parler un peu plus haut et fort de cette question de mariage, c'est-à-dire prendre le mariage comme un trophée ultime. Toutes les filles destinées à être mariées, subir ce genre de pression où après 25 ans, il faudra trouver un partenaire, tout ça. Ça ne permet pas aux femmes de pouvoir être épanouies.
s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez essayer de voir en quelle sorte vous pouvez vous organiser. Ça, c'est un peu par rapport à tous les panélistes, de pouvoir voir comment est-ce que vous pouvez aider les jeunes femmes à être épanouies et évoluer en tant qu'entrepreneurs. Merci. Oui, Marie-Chantal, j'espère que vous avez entendu. Oui, je crois avoir entendu la question. Je pense qu'elle l'a fait sur deux points. La première question, est de voir comment est-ce qu'on pourrait favoriser les femmes dans le secteur privé, dans les entreprises, avoir des postes de responsabilité. Et la deuxième question serait par rapport à l'éducation de la fille, je pense, et insister sur le fait que le mariage n'est pas une finalité en soi. Bon, je vais peut-être commencer par la deuxième partie. Autant je pense effectivement que le mariage n'est pas une finalité en soi, mais autant je pense que ce n'est non plus pas une mauvaise chose. Donc, je ne pense pas qu'on doit nécessairement décrier l'un ou l'autre. Je pense qu'on peut faire l'un et l'autre. Donc ça, je pense que ça doit aussi bien entrer dans la tête des personnes et ça revient en fait encore à la notion de sensibilisation en fait, de pouvoir vivre dans un environnement ou de pouvoir choisir un conjoint qui comprend que l'instruction et l'éducation et le travail sont importantes pour l'épanouissement de toute personne. Et ceci dit, vous savez, le mariage comme une finalité ou pas, ça va aussi bien pour les hommes ou les femmes. C'est vrai que dans la culture africaine, on a tendance à vouloir pousser les uns et les autres au mariage et on a tendance à penser que le mariage est un succès en lui-même. Mais effectivement, le travail aussi peut être un épanouissement total. Donc, pour ça, je ne saurais pas combien je devrais le répéter, mais je pense que l'un peut aller avec l'autre et l'un, on ne doit pas choisir l'un pour l'autre, en fait. Mais ça revient à la sensibilisation encore de la société dans laquelle nous vivons. Alors, quand on nous parle de la femme dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que les modèles qui sont souvent montrés sont des modèles que l'on voit à la télévision. Et c'est vrai qu'à la télévision, on voit des femmes députées, on voit des femmes ministres et on voit ce genre de personnes et on n'a pas toujours tendance à voir Mireille ou moi-même à la télévision au quotidien. Pourquoi? Parce que les gens ne voient pas ça comme un rêve. Il n'y a pas de secret à tout cela. Je pense que ce soit Gérard, que ce soit Mireille, que ce soit une autre femme, je pense que pour arriver au poste où ils sont, ils ont dû tout d'abord étudier et ils ont dû travailler. Et ça, je pense qu'on soit homme ou femme. C'est vrai que dans le contexte dans lequel on vit, la femme doit malheureusement souvent fournir beaucoup plus d'efforts, fournir 2-3 fois plus d'efforts pour pouvoir réussir tel qu'un homme réussirait. Et je pense que c'est cet effort que nous, aujourd'hui, devons absolument fournir pour ouvrir en fait le chemin pour celles qui vont venir après nous. Je pense que nous sommes chacune des ambassadrices, les femmes qui occupons actuellement des postes de responsabilité dans les entreprises. Et nous n'avons pas le choix, mais nous devons bien le faire pour pouvoir réussir. Ceci dit, il faut absolument, comme Gérard l'a dit tout à l'heure, il faut absolument étudier, il faut se former. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'autre moyen de réussir que d'étudier, de bien se former, de bien se comporter. On ne demande pas aux hommes de bien se comporter, mais je veux dire, en tout cas, l'éducation, la formation, l'expérience, l'expertise, pour moi, ce sont des notions absolument importantes que l'on demande aux hommes et que nous, les femmes aussi, devrions pouvoir vivre. J'ai presque envie de dire, donnons la chance aux autres d'avoir envie de nous aider. Donc, ne demandons pas des faveurs, mais arrivons avec les compétences requises pour pouvoir être prises là où un homme aurait pu être pris. Je pense que c'est tout ce que je peux dire parce que la notion de facilité, ce n'est pas trop moi. Je veux vraiment que l'on puisse être aussi compétente que les hommes pour réussir
parce que sinon je considère que c'est une insulte de penser que je suis à mon poste rien que parce que je suis une femme. Je suis convaincue que j'y suis parce que je suis compétente et je veux que toutes les femmes puissent réfléchir comme ça. Merci. Excellent. Merci Chantal. Est-ce que Merci. Joe, tu permets que la prochaine… Chantal, Joe? j'espère… Oui. Est-ce que tu permets que la prochaine question… Oui, j'allais demander à Mireille, vas-y. De répondre à la question de M. Benjamin Kakoudi, qui est en attente aussi depuis un moment. Exactement. Donc, je pensais demander à Benjamin, parce que j'aimerais qu'il puisse éclaircir sa question. Donc, on va lui ouvrir le micro à Benjamin, donc Kakoudi, et après ça, on va arrondir, je sais pas, on dit arrondir en français, on va terminer, on va conclure avec un mot de chacun. On a tous besoin de renforcement de capacité. Moi, mon renforcement de capacité, c'est le français. Je me bats chaque jour pour ça. Monsieur Benjamin n'est plus avec nous, malheureusement. Monsieur Benjamin, non, il est de retour, je pense. Monsieur Benjamin, est-ce que vous nous entendez? Monsieur Benjamin, vous nous entendez? Oui, je suis là. J'étais en train de garer la voiture, justement. Parce que parfait. Ben, voilà, vous avez un soft skills, vous savez faire plusieurs choses en une fois. Monsieur Benjamin, posez votre question. Bon, en fait, à ma question, Monsieur Girard a essayé de toucher un tout petit peu là-dessus, parce que ça abondait au même sens que le monsieur qui est venu juste avant la dernière question, concernant en fait la discrimination quant aux jeunes qui doivent intégrer le marché de l'emploi par rapport à tout ce qu'il y a comme conditions à remplir avant d'accéder à un poste quelconque. Moi, mon souhait ou ma question était celle de savoir est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir simplifier au maximum l'acte des candidatures. En ce sens qu'on se retrouve régulièrement devant un formulaire qui vous prend 2 heures et 2 heures à remplir et finalement beaucoup de candidats ils étaient pertinents mais n'arrivent pas finalement à atteindre le bout du processus parce qu'il y en avait assez. Donc c'est un peu dans ce sens-là, je pense que je me retrouve devant les personnes mieux placées à répondre à cette question. Il y a Monsieur Gérard de Orange, également Madame Mireille, je pense qu'elle peut répondre à cette question. La possibilité de simplifier au maximum l'acte de candidature pour donner accès à beaucoup de jeunes en fait. Voilà. Merci Monsieur Benjamin pour votre question. Si Gérard le permet, on va demander à Mireille de répondre à la question comme, pour avoir son point de vue aussi. Ok, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin, pour votre question. Juste pour préciser, en fait, en général, quand on ouvre des postes, il y a des postes qui sont pour des personnes avec expérience et des postes qui sont pour des personnes qui n'ont pas d'expérience. Et ce ne sont pas, bien évidemment, les mêmes qualités qu'on demande aux uns aux autres. Donc, en général, quand on a des postes qui sont plus juniors, effectivement, on les ouvre aux personnes qui sortent de l'université. On leur demandera peut-être de passer un test d'écriture ou même un petit test psychotechnique. C'est ce que l'on fait quand on recrute des personnes qui sortent de l'école. En plus de ça, ce qu'on fait aussi de manière générale, en tout cas chez moi, dans mon équipe, c'est qu'on recrute des stagiaires aussi, des personnes qui sont encore à l'école, qui viennent se former pendant 2-3 mois. On a des partenariats avec des écoles de la place en fait, qui nous permettent d'avoir des étudiants qui viennent se former. Et du coup, on les confronte au milieu professionnel avant qu'il n'ait fini pour leur permettre d'être outillés pour que demain, quand ils vont pouvoir postuler, qu'ils soient plus facilement intégrés au marché de l'emploi. Donc, clairement, je pense qu'il y a des postes qui sont pour des personnes plus expérimentées et des postes qui sont pour des personnes plus juniors qui font que tout le monde devrait pouvoir se retrouver en fait. Donc, voilà ce que moi j'avais à dire sur la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a dépassé. Oui, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Moi, alors je vais donc vous poser la question à tous, si vous êtes d'accord, de nous accorder 10 minutes de plus.
Comme ça, Marie-Chantal peut aussi ajouter et après, on peut prendre un mot de la fin de chacun des panélistes. Ça vous va? Vous êtes d'accord avec cela? Parfait, parfait. Je pense que M. Henrik est aussi en train de nous donner son accord, même si je ne le vois pas. Donc, allez-y, Marie-Chantal. Absolument. Oui. Non, je vais être très courte, mais je voulais juste recommander à la personne qui a posé la question, recommander que quand on arrive pour une interview, en fait, qu'on essaye de se préparer dans la mesure du possible, que l'on essaye de voir, en fait, et je crois que sur Internet, on trouve tout ça, toutes sortes de questions, le type de différents questionnaires ou formulaires qu'il pourrait y avoir pour permettre à la personne d'arriver préparée. Aujourd'hui, le type d'examen qui est fait lors d'une, comment est-ce que je peux dire, d'un engagement, voilà, exactement, voilà, d'un recrutement, voilà, c'est le terme que je cherchais, merci beaucoup. En général, est beaucoup plus pointu que ça ne l'était il y a plusieurs années. Donc, c'est vrai que si on arrive en espérant trouver juste 2-3 questions d'ordre général et repartir, je pense qu'on fait une petite erreur. On doit savoir qu'il y a toutes sortes de techniques aujourd'hui dans le processus de recrutement et je pense que nos jeunes amis devraient vraiment se préparer à cela. Et je reviens sur ce que Gérard avait eu à dire tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut absolument, pendant les études, faire des stages, en fait. Parce qu'en faisant ces stages ou en faisant des demandes pour stage, ça nous permet de comprendre comment est-ce que les recrutements se font et ça nous permet de nous préparer. Et je pense que c'est un conseil que je donnerais à la personne qui a posé la question et peut-être à d'autres auditeurs aussi, parce que c'est absolument important ou sinon on arrive à ces tests de recrutement complètement perdus et en fait on risque de rater le test tout simplement. Merci. Merci Marie-Chantal. Merci. Merci beaucoup. Donc, avant de terminer, je voudrais, donc avant de dire le mot de la fin, je voudrais inviter chacun des panélistes. Joe, on ne t'entend plus très bien, tu es entrecoupé. De donner leur mot de la fin, par rapport à son importance. On pouvait donner notre mot de la fin à chacun des panélistes pour qu'ils puissent clôturer sur leur importance de la thématique, sur la thématique et aussi sur le capital humain. Et après ça, on donnera notre mot de la fin où Mianda va vous annoncer ce qui est à venir pour Kelobantu. Merci. Nous pouvons commencer avec M. Henrik, bien sûr. Merci beaucoup, Joe, et merci beaucoup, Mianda, et aussi les co-panélistes, et aussi, bien sûr, tous les participants d'avoir participé à ce webinaire. Une discussion très intéressante et enrichissante, je pense. Je pense qu'on a pu constater entre nous, à travers la discussion, l'importance de la diversité sur le marché du travail et l'importance de soutenir la diversité et de renforcer la diversité. C'est-à-dire les intérêts individuels de chacun. Chacun a ses compétences, ses expériences, etc. Aussi l'égalité des genres et on a parlé aussi de la situation des handicapés et encore d'autres exemples. Mais je pense que la discussion en tout, c'est au moins ma conclusion à moi, c'est un peu l'importance de soutenir et renforcer cette diversité. Mais aussi, et c'est ça que je voulais dire, ou que je dis aussi au début, c'est aussi important d'avancer ensemble pour faire avancer nos intérêts communs,
nos objectifs communs. Et c'est pour ça que j'ai mentionné, moi, j'ai voulu soutenir l'importance d'un dialogue social entre les institutions publiques, et les employeurs et les employés concernant les conditions de travail, concernant les objectifs communs, concernant les intérêts de chacun, et pour avancer ensemble. Et je pense que c'est justement là que c'est à travers un tel dialogue social qu'on peut construire ensemble des relations de travail productives et saines, et aussi assurer un travail décent à toutes et à tous. Et juste pour souligner encore l'importance alors que peut jouer, et je pense ce dialogue social entre les différents acteurs sur le marché du travail. Et je pense aussi de continuer des dialogues et des discussions comme celle-ci aujourd'hui pour s'entretenir et pour se faire comprendre et pour dialoguer entre nous. Mais merci encore une fois pour cette opportunité, pour cette possibilité de discuter et de dialoguer avec vous toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On va prendre Madame Mireille. Okay. Merci en fait pour l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir discuter de ce sujet qui me touche particulièrement parce que c'est quelque chose que j'expérimente au quotidien et qui m'a déjà montré tous les bienfaits qu'on pouvait en tirer. Je pense qu'on a une grosse frange de la population en Afrique qui peut apporter beaucoup en fait et qu'il faut vraiment qu'on s'appuie sur elle pour pouvoir accompagner le développement africain. Il faut voir en fait cette diversité comme une opportunité d'aller plus loin en fait. Les femmes en Afrique ont vraiment prouvé qu'elles pouvaient faire beaucoup de choses en fait. Même si on compare les statistiques en fait en termes de chefs d'entreprise du continent africain avec le reste du monde, on se rend compte que sur l'Afrique, les femmes elles contribuent pour beaucoup et il faut qu'on continue à s'appuyer dessus. Effectivement, on nous dit beaucoup en fait aussi que les femmes, les jeunes filles n'ont pas de modèle. Mais je crois qu'il y a de plus en plus en fait des séminaires, il y a de plus en plus de forums qui sensibilisent les jeunes filles pour faire en sorte qu'elles aient envie d'étudier et de pouvoir vraiment explorer leur potentiel au maximum. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à pousser parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra faire contribuer tout le monde au développement en fait, de l'Afrique et de la RDC aussi en particulier parce qu'il y a à faire. On a beaucoup de femmes fortes, beaucoup de femmes qui ont beaucoup de capacités ici aussi et qui sont en train de nous montrer dans beaucoup de domaines. Pas seulement un seul, en fait, il y a plein de modèles en fait aujourd'hui qui permettraient en fait de faire en sorte que les jeunes filles soient inspirées et qu'elles aient envie vraiment d'aller au-delà de ce qu'elles font aujourd'hui. Donc voilà ce que j'avais envie de dire sur le sujet. Merci encore pour l'invitation. Merci à vous. Marie-Chantal et ensuite on finit avec Gérard. Oui. Merci Joe, merci Mianda, merci à toute votre équipe. Tout d'abord, c'est un thème, à mon avis, capital. Et je crois qu'on ne peut pas parler de développement d'une société, ni d'une nation, ni d'un continent, sans parler du capital humain. Nous savons qu'en Afrique et au Congo, nous avons la majorité de la population qui a moins de 18 ans. Donc, en parlant d'une population aussi jeune, c'est-à-dire qu'elle est, elle est en plein essor et on ne peut pas parler de développement sans parler de son développement. On ne peut pas parler de développement du pays sans parler de son instruction. Et quand on parle de la population africaine et qu'on parle de la diversité et de l'inclusion, parce que moi j'insiste, je ne peux pas parler de diversité sans inclusion parce que sinon, à mon avis, on n'a rien fait. On parle bien sûr du genre. Plus de 51% de la population en Afrique est féminin. Donc, ça veut dire que la population, même dans le monde, je dirais, donc la population féminine est très importante. Et on ne peut pas parler de développement en ne tenant pas compte de plus de 51% de la population. Ça veut dire qu'on n'avancera pas. Pour pouvoir avancer, il faut inclure cette tranche de la population également. Donc, pour moi, la diversité, l'inclusion est clé.
Et elle doit se faire, en fait, on doit faire de la diversité sans discrimination. Et c'est ce que j'appelle l'inclusion d'une certaine manière. Et bien sûr que le rôle du gouvernement est absolument clé. Le gouvernement doit être celui qui crée l'impulsion. Parce que sans cette impulsion du gouvernement, rien ne se fera. Sans la scolarisation de toutes les personnes, que ce soit des filles, des handicapés, parce qu'on a une grande catégorie d'handicapés que l'on met, qui sont mis en arrière-plan, alors que ce n'est pas parce que je suis handicapé physique que je suis handicapé mental. Et même un handicapé mental a le droit d'être formé. Donc, c'est tout ce que j'appelle la diversité et l'inclusion. On parle de la jeunesse, on entend tous ces jeunes qui nous posent des questions sur le fait qu'ils doivent pouvoir intégrer ces entreprises et qu'ils n'ont pas l'expérience voulue. Que faisons-nous pour préparer ces jeunes à pouvoir intégrer les sociétés ou même l'entrepreneuriat, parce qu'un entrepreneur est quelqu'un de bien formé pour pouvoir évoluer dans cet entrepreneuriat-là. Et finalement, le dernier point, c'est autour de la sensibilisation. Je pense que sans la sensibilisation, aussi bien des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, nous n'avons rien fait. Donc, merci bien. Merci pour cette opportunité. Oui, Gérard, s'il vous plaît. D'accord. Bah, la preuve que quand on a des femmes bien formées et compétentes, ça donne un résultat extraordinaire, c'est que ce soit Mireille ou Marie-Chantal, elles ont dit l'essentiel des choses que je pensais qui devaient être dites. Je vais juste insister sur un dernier point, c'est que, et pour ça, je vais m'appuyer sur en fait une citation de Darwin qui parle des théories de l'évolution, qui dit que je paraphrase parce que je ne me souviens pas exactement, mais il dit les lois de l'évolution entraînent exclusivement la survivance des espèces bien adaptées. En 2050, il y aura la moitié de l'Afrique aura doublé ses ressources humaines, sa population, et plus de la moitié de cette population aura moins de 25 ans. Je ne suis pas sûr que le tissu industriel ou le tissu, comment dire ça, professionnel aura doublé d'ici 2050. Ce qui veut dire que les challenges que nous vivons aujourd'hui, il faut que nous préparions à les vivre avec une pression beaucoup plus forte parce que la demande va être beaucoup plus forte. Et je crois que dans la croissance de l'offre, elle ne sera pas en parallèle avec la croissance de la demande. Je souhaite que personne ne soit exclu de ces nouveaux challenges-là. Et il est important, au-delà de ce que ces dames ont dit, de ce que son Excellence a dit, des différents rôles que peuvent jouer, que ce soit les entités étatiques ou les différents focus qu'il peut avoir, aussi bien sur les gens, sur les femmes, pour avoir une inclusion globale. Je pense qu'à la fin de la journée, il reste les personnes même qui sont concernées. Je voudrais vraiment inciter les gens à mettre la formation au centre de leurs priorités. Je pense qu'il faut que nous nous préparions. Nous sommes, comme j'ai dit au départ, nous représentons un potentiel qui peut être converti ou pas. La différence va être en grande partie par la qualité de la formation. Et donc, il faudra tous qu'on puisse travailler dans ce sens-là, mais que les personnes aussi qui ont besoin d'être formées en fassent une priorité. Je veux dire que je pense que l'ensemble des personnes qui sont là n'ont pas fini d'apprendre ou n'ont pas. Je suis sûr que si vous fouillez sur leur table de chevet, vous trouverez encore des livres que ces personnes continuent de lire, des séminaires auxquels ces personnes continuent de participer. Et donc, pour vous dire que même à ce niveau-là, apprendre, c'est vital. Hein. Donc, je voudrais vraiment insister dessus, que nous puissions influencer les politiques en faveur pas des femmes, mais même des jeunes filles. Plus de jeunes filles à l'école, que la perception du retour sur investissement dans l'éducation de jeunes filles soit perçue de façon égalitaire à l'investissement dans un jeune homme, que les conditions qui doivent encadrer la formation d'une jeune fille soient les conditions qui encadrent la formation d'un jeune homme, afin que dans quelques années, cette discrimination qui s'impose à nous aujourd'hui n'ait même plus de raison d'être, parce qu'on aura un vivier de femmes compétentes, de personnes compétentes qui peuvent assumer avec pleine responsabilité les challenges qui seront les nôtres demain. En terminant en vous remerciant Mianda, Joe,
et les autres panélistes pour l'opportunité que vous avez donnée de partager avec vous ce moment-là. Je pense qu'il n'y a rien de plus grand que de donner en retour. Et puis, merci de nous donner cette opportunité-là. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes également très, très contents. Je vais laisser Mianda terminer, clôturer notre dernier webinaire en nous annonçant ce qui est à venir. Et je tiens vraiment personnellement à vous remercier tous les quatre et espère vous revoir dans quelques semaines et de continuer à soutenir la plateforme qui est Kelobantu. Merci à tous les participants également, bien sûr, et à nos auditeurs qui nous écoutent sur UFM 94.7. Nianda, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Encore une fois, merci à tout le monde. Le temps reparti est passé très vite. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qu'on aimerait bien continuer à élaborer, à dire sur le sujet, tellement la thématique est intéressante. Raison pour laquelle, pour nous, ce webinaire n'est qu'un premier pas qui va nous emmener vers le forum Kelobantu qui va se tenir donc du 2 au 3 octobre ici à Kinshasa. Et pendant ce forum, on va continuer à avoir ce genre de dialogue sur cette thématique qui est très importante, donc la diversité à laquelle il ne faut pas dissocier l'inclusion. Donc, c'est deux choses qui doivent aller de pair, comme on l'a évoqué tout à l'heure. On retient aussi qu'il est très important qu'il y ait des sensibilisations qui doivent être faites pour que voilà, les cellules autour desquelles on évolue, sociales, professionnelles et politiques, puissent accompagner au fait cette diversité. Et pendant le forum, justement, on aura aussi des représentants de la classe politique qui pourront aussi nous donner aussi leurs avis, mais aussi des organisations internationales et du secteur public autant que privé pour continuer un peu à pousser la discussion et voir jusqu'où on peut l'emmener. On a eu le privilège aujourd'hui d'avoir des panélistes qui sont des entités citoyennes et modèles qui savent exactement en quoi consiste la diversité, qui l'appliquent dans leurs entreprises. Mais il y a aussi une grande population, une grande masse qui n'a pas accès à cette information-là, qui n'a pas accès à tous ces éléments-là. Et c'est la raison pour laquelle, pendant le forum, on aura des masterclass qui vont permettre justement d'outiller les personnes qui vont y participer sur toutes ces thématiques-là, que ce soit la RSE, la digitalisation, puisqu'on a parlé de l'inclusion digitale, et que c'est tellement à jour que tout le monde est en train de migrer vers ce processus-là qui va contribuer à l'employabilité dont il est question ici. Donc, nous allons inviter tout le monde à pouvoir se joindre à nous pour participer, à devenir partenaire à Kelobantu. Il y a donc les informations qui vont être transmises à tout le monde. Sabrina a partagé tout à l'heure notre adresse email pour toute info requise. Et nous sommes bien sûr disponibles pour toute autre information. Encore une fois, un grand merci à tous nos panélistes. Merci pour la disponibilité. Je sais que Gérard est en train de prendre son avion. Merci encore une fois à tous nos participants. Voilà, donc l'adresse email, c'est info@kelobantu.org. Nous attendons donc d'avoir de vos nouvelles. Voilà, bonne soirée et à la prochaine fois. Merci à vous et merci Mianda. Merci Mianda pour ce temps que nous avons partagé. Et à très très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.